Qu'attendre de l'iPhone 14 alors que sa sortie n'est attendue qu'à la rentrée? Le design et spécifications sont déjà figés par Apple pour préparer son industrialisation. Voilà qui explique le torrent de rumeurs qui s'abat sur la toile. Nouvelle taille, nouvelle puce, nouveau capteur photo arrivé du port USB-C, disparition de l'encoche. On vous dit tout. Quelles sont les avancées qui nous semblent les plus pertinentes? Débat. Et bonjour à toutes et à tous. Vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme invité en plateau cette semaine mon ami Laurent Pantanache. Bonjour Laurent, comment ça va? Très très bien. Tu as vu, je suis double ORLM. Bon, je Ouais. l'ai enlevé, hein, c'était juste pour dire. Voilà. Je voulais juste souhaiter un joyeux anniversaire à Stéphane Becquet, qui est un de nos lecteurs, auditeurs, hein, Oui. et qui justement s'est offert un t-shirt pour son anniversaire. Et je lui ai dit, mais envoie-nous la photo, Voilà. qu'on la passe à l'antenne. Et il n'a pas voulu, il a dit non, par pudeur. Mais si vous achetez des casquettes, des t-shirts, envoyez-nous Des les mugs, photos. Les 10 les premiers ou les 100 caleçons. premiers, on mettra la photo à nos côtés à l'antenne. Voilà, Olivier n'est pas au courant, donc, mais moi, bonjour à tous. Voilà, en plateau également à ses côtés Christophe Degrève d'Underside. Bonjour Christophe. Salut Olivier. Quelle salut belle à tous. tenue. Oui. Quelle Je suis élégance. aussi, tu t'as vu ça? Quelle belle casquette. Regarde-moi ça. Mais c'est le full look total, de toute beauté. Incroyable. Bon, tout ça, vous le retrouvez sur la boutique en ligne sur notre chaîne YouTube. Hein, si vous souhaitez vous offrir un t-shirt, un mug aux couleurs de RLM, n'hésitez pas, ça nous permet de nous soutenir. Et puis, comme vous le disiez, si vous voulez vous photographier avec, on publiera les photos dans l'émission. En tout cas, un grand merci aux équipes d'Icriette, Nicolas Gozlan, David Benamou pour le design de nos goodies. Ils sont éphémères. En plus, vous verrez, hein, ils ont vocation à changer avec les saisons. On prépare plein de surprises dans notre boutique. Il y aura d'autres produits qui vont arriver. Et puis, lorsque l'installation dans notre nouveau studio, ça y est, nous sommes dans notre nouveau studio, mais ce n'est pas totalement terminé. Nous lancerons la version premium de RLM sur notre chaîne YouTube. Restez connectés, on vous fera signe. En duplex, notre ami Stéphane Zibi de Ionistix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Eh ben dis donc, tu es beau, tu as les ouvertures, on voit un petit poil qui dépasse. C'est parfait, ne change rien. En duplex également de Lausanne, Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Mais salut Olivier, et je pense que tu as raison, il faut maintenant que les gens soutiennent les quelques médias qui consultent régulièrement. Je pense que c'est devenu très important en fait. Oui. Il y a quelques années, on faisait ça un peu sur notre temps libre, en amateur et tout. Et maintenant, ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Et moi, je suis Je veux ravi dire. d'avoir des belles communautés comme ça qui nous soutiennent. Heureusement que tu es là hein, pour nous aider avec tes trophées. En fait, tu gagnes tellement de trophées sur YouTube qu'on voit derrière toi qu'on peut les revendre. Et ça permet de construire ce magnifique J'en studio. ai pas beaucoup, tu sais, Merci. la chaîne est vieille. Hein. Alors, qu'attendre du prochain iPhone qui devrait être normalement numéroté 14 hein, c'est l'un de nos 2 sondages de la semaine. Regardez, que souhaitez-vous qu'Apple améliore tout simplement sur le prochain iPhone 14? C'était la question qu'on vous a posée sur Twitter. Vous étiez 27,9% à répondre un appareil photo de 48 mégapixels, 27,2% à répondre à un téléobjectif périscopique, une encoche plus petite, 34,1%, c'est la majorité, et un écran pliable seulement, 10,7%, pourtant c'est à la mode. Vous étiez également une large majorité à plébisciter un port USB-C. On ne l'a pas mis dans le, c'est vrai, dans le sondage. Regardez la réaction d'Indira F. C'est une star de la musique des années 80, ça. Bonjour à toute l'équipe. Personnellement, j'aimerais qu'Apple intègre enfin une recharge USB-C. Il serait bien également que le pourcentage de batterie soit visible à côté de l'encoche sur l'écran d'accueil. Bah oui, si l'écran se réduit, peut-être qu'il y aura un peu plus de taille. Alors les amis, pensez-vous qu'Apple va renoncer tout simplement à sa rente sur le port Lightning? Qui veut prendre la parole? Je veux bien commencer. En fait, j'ai réfléchi à quelque chose et j'ai pensé, parce qu'on a commencé à voir des petites fuites, hein, qu'il se pourrait, au regard de la taille du trou de la prise de la maquette, que potentiellement elle soit plus large et plus haute, et donc ça serait un port USB-C. Il y a plein de gens qui nous ont répondu « Non, Apple ne le fera jamais ». Et après, je me suis rappelé l'iPad Pro en mars-avril 2019, où ils sont passés à l'USB-C. Et quand c'est sans rien dire, du jour au lendemain, et on a tous dit « Quoi ?» Pourquoi maintenant? Mais surtout, l'USB-C, ça y est. Et au final, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait peut-être une raison parce qu'ils nous préparaient une fonction d'iOS qui permettait de brancher des disques durs. Là, c'est moins urgent. Oui, mais tu vois, ils y sont arrivés. Donc moi, je me dis, c'est pas impossible. Christophe.
Mais je pense effectivement que ça n'est pas impossible, même si l'USB-C, ça n'est pas quelque chose de propriétaire à Apple. Non. Donc effectivement, Ils gagnent beaucoup d'argent, on le sait. Hein, ils avec gagnent la- plus d'argent avec Lightning aujourd'hui, en fait, qu'ils ne l'ont jamais fait et qu'ils ne le feront jamais avec USB-C. Mais par contre, il y a quand même une des grandes forces de l'USB-C, c'est le fait de pouvoir charger très rapidement. Et donc, c'est peut-être entre autres aussi pour ça qu'ils ont choisi l'USB-C sur l'iPad, Oui, qui là, a il quand même faut- une batterie plus importante. Ouais, ouais. Moi, je ne les sens pas sur le. Régulation européenne aussi. Hein. Ouais, c'est pas trop. Je les sens pas trop sur l'USB-C, à moins que, évidemment, que ce soit le régulateur européen, comme le disait Laurent, qui pousse Apple. Didier, Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez sur le cloud, sur la visioconférence? Didier, vas-y, pour démarrer. Moi, je pense qu'ils retardent le plus possible, de toute façon, tout ça. L'échéance. Ouais, et puis en plus, il y a quand même. Bon, maintenant, sur les produits audio, tu remarques ils te mettent des petits adaptateurs. Il n'y a plus forcément le port Lightning, tu sais, comme on avait dans les Tesla au tout début. Enfin, souvent, tu as quand même moyen de moyenner, parce que tous les Android sont en USB-C, donc les constructeurs veulent quand même être le plus compatible possible. Et après, comme vous le disiez en plateau, hein, il y a tout ce qui est charge rapide, il y a aussi pour connecter, là maintenant, il y a tout un tas d'accessoires, les micros, tu vois, nous, on connecte plein de trucs sur les téléphones et c'est quand même tellement plus pratique. Donc, ouais, bah, ils jouent la montre, je pense. Ouais. Mais à mon avis, ils n'auront pas le choix. On arrive à un moment où ça. Tu vois, ça fait combien de temps qu'on parle de l'USB-C? Au moins 3 ans ou 4 ans, Ouais. hein, Ouais, là, depuis que l'iPad Pro l'a mis. Et on voit bien qu'ils n'ont pas envie, mais que. Ils vont être auront plus obligés. le choix au bout d'un moment. Et au-delà, Et Stéphane, surtout, peut-être. là, en ce moment, c'est l'enfer, les chargeurs. Enfin, je sais pas si vous avez, mais Ouais. moi, j'ai des chargeurs. Maintenant, j'ai du MagSafe, j'ai de l'USB-C, Bah. j'ai encore du micro USB, j'ai du Lightning. La question qu'on peut se Ouais. poser, c'est, Stéphane, s'ils ne vont pas tenter de carrément supprimer tous les ports. Hein, c'était une rumeur récurrente, souviens-toi, Stéphane, et Oui. qu'il n'y aurait que de la recharge sans fil. Hein. Et là, le problème est réglé. Oui, bah, en fait, comme ça, en fait, ils ont fait à leur tête, ça c'est sûr. Ils ont toujours essayé de contourner ou d'attendre le maximum. Il se trouve que nous avons eu, c'était en septembre 2021, il y a eu donc la directive européenne qui a imposé cela. C'est ce qu'on appelle un projet législatif. Il a bossé. C'est un projet. Ouais, bah oui, attends. Ouais. C'est un projet législatif. Et comme c'est un projet législatif, en gros, il y aura toujours ce qu'on appelle une période de transition. Ouais. Et une période de transition, elle ne peut pas être inférieure à 24 mois. Alors, imaginez, 24 mois, Apple, on sort des iPhones, qu'est-ce qu'il va imaginer? Vous pensez bien entendu que ils vont pouvoir trouver un truc de contournement. Et comme ils sont les plus forts pour ça, pour trouver des trucs de contournement, pour améliorer l'expérience, on sera probablement avec quelque chose de tout fin, peut-être avec l'intégralité du bord, où on aurait du haut-parleur. Imaginez le truc. Après, on verra comment on répare son téléphone sans câblerie, mais je demande à voir. On avance, regardez la réaction d'Alexandre sur Twitter suite à notre sondage. Une petite question, malgré les mises à jour mineures, Apple ne rajoute plus de modèle S depuis le 10S. On a eu le 11, le 12, le 13, et puis on va avoir sans doute le 14 à présent. Et c'est un aveu de ne plus avoir que des mises à jour mineures. On sait que c'est de l'incrémental, hein, Christophe, d'année en année, de plus en plus. C'est de l'incrémental et que du contraire, je pense que le fait de changer de numéro montre que ce sont pour Apple des mises à jour majeures et pas mineures. Même si elles ne le montrent pas au premier abord. Exactement, beaucoup de choses sur lesquelles travaillent les ingénieurs ne se voient pas directement parfois, mais se voient dans l'usage, la flexibilité, la batterie, tout un tas d'applications. Ça complexifiait quand même la lecture de l'offre. Hein. 10, 10S, Max. C'était imprononçable. T'imagines le SE, tu vois, ça devenait compliqué, quoi. À un moment donné, la numérotation, il y aura un problème. Quoi. On est au 14, ils vont pas avoir l'iPhone 47 dans 30 ans. Hein. Donc à un moment donné, il faudra qu'ils nous trouvent quelque chose. Comme le Mac, s'il n'y aurait pas eu 80 Mac depuis sa sortie aujourd'hui. Ouais, mais il y a une étude qui avait été faite en disant que s'ils donnaient des noms, par exemple, et c'est un peu ce qui se passait sur Android. Hein. Ouais. Android donnait des noms de glace ou de dessert. Et au final, les gens, ils savaient... Pour le système, oui. Ouais, pour l'OS, ouais. Et à un moment donné, tu ne sais plus quelle était vraiment la dernière version. Alors que finalement, tu as le... C'est mauvais technique. Ouais, tu as le chiffre, tu vois, tu as un seul chiffre. Là où Apple pêche un peu, c'est qu'il y a un iPhone 14, on en parle juste après, hein, mais iPhone 14 avec la puce à 15, à 16, tu vois, tu as un mélange et avec iOS qui n'est pas le même. Même dans la numérotation, donc à un moment donné, tu as trois numérotations. Donc là où il pourrait à un moment donné dire, tu vois, allez, on remet tous les compteurs à zéro. Allez, regardez cette réaction sur Twitter de Raphaël Thaïs, ou Thaïs, je ne sais pas, garder un format mini. J'ai un iPad quand j'ai besoin de place, d'écran, etc. J'ai un iPhone pour l'utiliser sur le pouce, à une main, rapidement, et je n'ai pas envie de revenir vers un iPhone SE, iPhone 6 double S. Il est en effet question que le mini disparaisse. On en parle de suite.
Alors les amis, Max ou Mini, c'est une rumeur récurrente, le fait qu'Apple abandonnerait l'iPhone Mini. On l'a déjà beaucoup entendu l'été dernier, juste avant la keynote déjà, car les ventes de l'iPhone Mini, souvenez-vous, étaient plutôt, je cite, décevantes. Alors nous avons posé la question à un opérateur numéro 1 en France. Voilà. Et en off, sa réponse est, je vous lis, avec le Covid, la crise des microprocesseurs, donc les problèmes de logistique, en gros, on vend tout ce qu'on a en iPhone aujourd'hui, mais on a peu d'allocations sur toutes les références, donc pas de problème particulier autour de l'iPhone 12 qu'on nous signale. Donc pas de souci apparemment, du moins en France. En revanche... 13. Oui, 13, autant pour moi. Mais l'iPhone Mini 12 existe toujours, il est toujours au catalogue. En revanche, le Mini a été pas mal décrit. Alors, je me tourne vers Stéphane, puisque tu en as un, notamment pour son format plutôt, comment dire, rikiki, mais l'autonomie aussi. Hein. Ah, le 12 mini, oui, je te confirme, on l'utilise très peu et il marche très peu. C'est peut-être quelques heures, on va dire ça comme ça. Ouais, Apple Maintenant, a 10 heures seulement en streaming. Pour le 12 mini. Stéphane disait l'autre jour sur l'émission que c'était la demi-journée. Hein. C'est ça que tu tiens une demi-journée. Ah, ouais, même pas à peine une demi-journée. Je suis un gros utilisateur, hein, mais on ne tient pas la journée, c'est sûr. Non, j'utilise à peine, c'est des notifications, je regarde, j'utilise un petit peu comme ça, mais c'était pas un truc que je... Ah non, si c'était mon téléphone principal, je crois qu'il tiendrait 10 minutes, mais bon. Non, mais bon, voilà, je dis les choses telles quelles. Non, c'est pour ça que j'aime au moins celui qu'on a actuellement, le 13 Pro Max, parce qu'au moins il tient plus d'une journée. Mais 15 heures aujourd'hui pour le 13, pour 15 heures pour un iPhone 13. Et pour le 12 mini, c'était 10 heures, donc un tiers de moins, c'est un énorme fossé. Non. Par contre, le 13 mini, il a rectifié le tir quand même, Stéphane. Hein. Légèrement, bien évidemment. On a gagné 3 heures. Hein. Oui, mais voilà, c'est de la théorie tout ça. Je te dis, pour moi, c'est sûr que c'est pas un téléphone que tu vas. Si tu l'utilises, il faut vraiment avoir ton chargeur avec toi, quoi. C'est tout. C'est un retour en arrière, oui. Et bon, je suis pas convaincu qu'il continue. Je sais pas ce que pensent Didier ou Laurent ou Christophe, mais bon, franchement, je sais pas trop. Christophe, il y a peut-être une rapide réaction de Didier. Christophe. Je pense que l'iPhone mini n'a jamais été la priorité d'Apple. Au départ, le CIRP nous dit en fait que Apple avait prévu 6% de ses ventes d'iPhone sur du mini. Donc c'est pas très ambitieux. C'est pas très ambitieux, ça c'est de prime abord, c'est sûr et certain. Et puis on peut voir en fait dans les rumeurs autour des chiffres, etc., que finalement ils ont revu encore leurs exigences à la baisse en termes de production de l'iPhone mini. Donc on peut estimer très certainement qu'on doit être largement en dessous du 6%. Didier, tu penses que l'iPhone mini va passer à la trappe? Moi, j'en suis pas si certain. Et il y aurait une solution pour qu'il marche, c'est de baisser le prix. C'est un téléphone qui est trop cher. Mais en fait, il y a quand même un souci chez Apple, mais c'est récurrent depuis des années, c'est qu'on ne peut pas avoir un grand écran, à la limite, pas trop cher. C'est-à-dire qu'il segmente vraiment comme ça. Et là, le mini a pris la place un peu de l'entrée de gamme, mais on se dit, pour le prix, autant mettre un peu plus et avoir un écran à peu près correct. Et même quand tu regardes les téléphones aujourd'hui, les iPhones par rapport aux Android, ils ont plutôt des petits écrans. Même le Max, il a plutôt un écran, on va dire, petit par rapport aux très grands téléphones Android. Il existe Android, tu as raison. Donc, en lieu en place du mini, Apple préférait lancer un iPhone 14 Max doté d'un écran de 6,7 pouces, hein, comme l'iPhone Pro Max qu'on connaît depuis des années. Est-ce que vous croyez à cette rumeur, les amis? Regardez, là, vous avez l'iPhone 13 Pro Max. En gros, vous gardez que 2 objectifs et vous avez l'iPhone 14 Max. On sait que là, vous avez la gamme qui réunit, voilà, quoi pourrait ressembler à une nouvelle gamme d'iPhone 14. Là, il y a toujours, non, il n'y a plus le mini. Alors, votre avis? À son retour, Steve Jobs, en fait, fin des années 90, chez Apple, avait fait une chose. Il avait fait table rase, comme tu le disais. Il avait rationalisé. Il a fait une matrice, en fait, un cadran, en fait, avec 4 produits à l'intérieur. D'un côté, tout ce qui était pro, donc 2 produits magique. Pro, voilà le carré magique, 2 produits pro et 2 produits pour le monsieur, madame, tout le monde. Donc tu reformes le carré magique. C'est exactement le carré magique qui est reformé. Donc toi, tu paries sur le Max. Oui, parce que ça donne plus de facilité de lecture de la grille dont parlait Laurent tout à l'heure. Alors, peu de changements. Du coup, vous l'avez entreaperçu sur cette illustration de 3D qu'on a trouvée. Je cherche la référence. Elle ne me revient pas, mais ça, on le mettra dans le générique. Peu de changements à attendre côté design. C'est pas très surprenant. Ouais, c'est Apple Tomorrow, regardez.
Après, de prime abord, c'est le design du modèle que j'ai là, à savoir un 13 Pro Max. Il n'y a pas grand changement, si ce n'est la taille des capteurs photo. Sur l'arrière. Sur l'arrière, c'est à peu près normal. Hein. Apple ne change pas tous les designs tous les ans, Laurent. Non, ça fait alors, je trouve là, avant, tu te rappelles, on disait toujours toutes les 2, parfois 3, mais c'était souvent 2 générations. Alors, il y avait le S qui pouvait s'intercaler pour ajouter... Il y avait un numéro, un S, un nouveau design. Un numéro, un S, un nouveau design. Là, maintenant, c'est plutôt 3 ans. Un numéro. Ouais. Non, mais le design. Alors après il y a... design, c'est... Tous les 3 ans. Un peu plus, quand même. Regarde, le design carré de l'iPhone 13, il est apparu sur le 11, donc ça fait 2 ans. Ça fera 3 ans l'année prochaine, donc en septembre. Oui, non, c'est pas tout à fait le même. C'est pas tout à fait le même. Ouais, mais ça reste quand même... C'est pas tout à fait le même. C'est pas tout à fait le même. Tu regardes, et je parle sous le contrôle de notre docteur en histoire appleienne, Didier, mais quand même, regarde. Tu regardes les iPhone 3, les iPhone 4, 5, etc. L'iPhone originel, très arrondi. L'iPhone 3, il s'appelait 3G, 3GS. Il était bombé, plastique bombé, un noir et blanc. Donc il a tenu 2 ans. Le 4, il y a le 4 et le 4S. Le 5, le 5S, 2 ans. Le 6, non, sauf que non. Le 5, il avait le bord plat comme le 4. Non, mais c'était un nouveau design. Mais il était plus haut. Oui. Il a ajouté la hauteur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était... Après tout, celui-ci, il reprend le design de... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'écart entre le 3GS... Entre le 3GS et le 4, il était énorme. D'un côté, il y avait un truc en plastique dégueulasse. De l'autre côté, il y avait un téléphone métallique comme celui qu'on a aujourd'hui. Et 4, 5, 6 ont été les mêmes. Hein. Si tu regardes après, on a eu l'arrondi avec le 7. Non, mais ça reste... On a eu l'arrondi avec les bords arrondis avec 7, 8. Avec l'arrivée des grands écrans. 7, 8, 9. Non, il n'y a pas eu de 9. Le 9 a sauté, on est passé au 10, exactement, 6, c'est ça. 7, le 10 et 11 étaient pareils, et c'est au 12 qu'on a eu les bords plats. Donc 12, 13, deuxième année, 14 l'année prochaine, cette année, troisième année, donc là, à un moment, on aura un écran pliable dans 2 ans. Voilà, c'est fini, on arrête l'émission, c'est terminé. Après, tu vois, Olivier, je me permets, mais je pense que ça ne doit pas non plus être la course effrénée au changement de design absolument. Quoi. Parlons un peu voiture. Ouais. Si on part chez Porsche ou chez BMW, c'est tout dans l'évolution, rien dans la révolution. Oui, on reconnaît le produit du coup d'œil. Exactement, c'est des produits qui coûtent quand même cher. Ou la Golf, par exemple, c'est toujours à peu près les mêmes lignes depuis des années. On les reconnaît du premier coup d'œil. Et puis, deuxièmement aussi, les clients ne sont pas pris pour des imbéciles, dans le sens où on achète son téléphone qui est quand même suffisamment cher, mais on peut le posséder pendant plusieurs années, sans pour autant qu'il ne paraisse complètement désuet par rapport au nouveau design. Petites différences quand même qui sont attendues, Laurent ? Ouais, c'est que les iPhone 14 Pro Max, dont le châssis du 14 Pro Max serait plus épais que le 13 d'aujourd'hui, c'est 7,85 contre 7,65, donc c'est 0,2 mm. Mais ça paraît rien, mais c'est toujours la même chose. Quand tu le retrouves, tu as l'impression, c'est comme quand il y a quelques grammes en plus, il est beaucoup plus lourd. 0,2 mm sur le total. On sait pourquoi il serait plus épais ? Pourquoi ? Alors, parce qu'Apple voudrait des objectifs plus gros. Alors, on en parlera tout à l'heure dans la partie photo. Regardez cette réaction de Tonton Bielsa. Tu dois être un fan de l'OM. Est-il possible que l'écran soit plus grand concernant la gamme Pro ? Un effort serait-il fait sur la batterie ? Est-ce que ça vous semble pertinent de grossir ? On parlait tout à l'heure, Didier, que dans le monde Android, c'est vrai, il y a des téléphones, des phablettes, des téléphones qui vont presque sur la taille de l'iPad mini. Ouais, moi je verrais bien quand même un iPhone un petit peu plus grand. Je trouve, ne serait-ce que pour être un peu cohérent face au marché. Et puis la batterie, moi je reviens un peu sur ce que dit Stéphane. Quand tu as un usage aujourd'hui assez complet du téléphone, même moi qui, tu vois, j'ai le gros, j'ai le Pro Max, et quand j'utilise vraiment toute la journée sans charger, j'arrive quand même au bout en une journée. Et tu vois, dès que tu prends des modèles un petit peu inférieurs qui ont une plus petite batterie, en général, je suis obligé quand même de les charger à la fin de la journée. Donc, je trouve qu'ils sont un peu limites en termes de batterie. Et effectivement, d'augmenter un petit peu la taille, ça éviterait d'augmenter l'épaisseur aussi. Tu sais qu'ils n'aiment pas trop ça. Ouais. Après, effectivement, on parlait du bloc photo, le bloc photo. Mais c'est amusant cette histoire de bloc photo parce que, tu vois, là, ces dernières années, ils ont pas mal augmenté quand même la taille du capteur. Et à chaque fois qu'on regarde un peu les tests, c'est pas ouf. Il y a tellement de... On en parlera après dans la photo. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait un vrai bon photographique. En fait, il faudrait un bon mégapixel. Il faudrait vraiment, s'ils veulent faire des progrès, il faudrait vraiment que le capteur grossisse vraiment, quoi. Ça, est-ce que c'est possible sur un téléphone ?
Brièvement, Ouais. Laurent, brièvement. Il y a deux choses quand même qu'on oublie. Alors, tout à l'heure, on a parlé du changement de prise, potentiellement USB-C versus Lightning. Ou voir la disparition. Alors, l'avantage, c'est ce que je voulais dire, c'est que si tu fais la disparition de la prise, tu gagnes énormément de place. Ouais, Et on pourrait aussi envisager la suppression de la carte SIM. Ouais. Qui est un sujet dont... C'est un peu comme le changement d'heure. Tous Ouais, les ça ans, va. on a Ça, espoir que... On sait que ça va arriver un jour. On sait que ça va arriver. L'opérateur C'est tire, ça, les opérateurs freinent parce résiste, que... ouais. Mais si tu fais les deux en même temps, si tu fais et la prise et la carte SIM, Ouais. la carte SIM, c'est de l'espace perdu pour rien. Hein. Un iPhone 14 Max, Max, beaucoup plus grand, tu y crois de ton Ultra côté Max. Ultra Max, bien sûr. Tu crois de ton côté, Christophe? À la seule et unique condition qu'Apple sorte l'iBack peut-être aussi pour qu'on puisse le transporter, parce qu'à un moment donné, ça devient tout et n'importe quoi. Effectivement, ça existe du côté Android. C'est pas pour autant qu'ils font bien les choses et c'est pas pour autant qu'il faut se conformer à un marché qui part peut-être en cacahuète d'une certaine façon. Quoi. Ouais, on a vu que le Galaxy S22 tuait comment ça s'appelait la tablette de chez Galaxy, la Galaxy Note. Le Galaxy Note a été cannibalisé par le S22. Donc est-ce qu'il le risque, c'est l'iPad. Hein. Ils ont un iPad mini qui a été revu. Et donc, il y a un risque de cannibalisation, de géopardisation, comme disent nos amis les Saxons. Ouais. Alors, ce qui tiendrait plutôt la corde concernant les écrans pour répondre à un tweetos concernant l'arrivée des iPhone 14, ce serait la généralisation du ProMotion, donc la possibilité d'avoir une fréquence d'affichage jusqu'à 120 Hz. Aujourd'hui, elle est réservée aux versions Pro. Elle pourrait arriver sur la version un peu plus grand public, 14 mini ou 14 Max. En tout cas, l'avancée la plus marquante serait la disparition de l'encoche. Vous étiez assez nombreux dans notre sondage. On en parle après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus aux rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever avec Didier Policani. Et oui, Olivier. Et d'ailleurs, la première rumeur de la semaine, elle pourrait impacter l'iPhone 14, puisque tu sais qu'en Chine, c'est zéro Covid en ce moment-là, mais c'est même. J'ai vu qu'il y avait l'armée dans Shanghai en ce moment. Et du coup, il y a beaucoup d'usines qui ferment, donc pas seulement chez Apple, mais entre autres chez Apple. Et ça touche un peu tout, en fait, puisque ça touche des composants, des sous-traitants, même Foxconn. Et là, effectivement, il y a énormément de retard. Aujourd'hui, tu achètes un MacBook Pro, tu en as pour 2 mois. Tu achètes un Mac Studio, tu en as pour 2 mois. Enfin, je dirais qu'ils ne sont pas si mal lotis par rapport aux voitures. Mais moi, je pense que la production de l'iPhone 14 pourrait être largement retardée, tu vois. On s'en est aperçu lorsqu'on a monté ce studio. Dès qu'on avait besoin de quelque chose, de lumière, de caméra, ça prend. Il y a des délais, c'est plusieurs semaines, 6-8 semaines, c'est un truc de dingue. Info ou rumeur suivante, Didier? Alors ça, c'est entre l'info et la rumeur, puisque Apple, ça fait un petit moment qu'on nous dit qu'ils vont sortir des petits chargeurs en GaN, là, donc qui sont un peu plus compacts et qui chauffent un petit peu moins. Et apparemment, Apple a mis à jour une page de support en faisant référence à un chargeur de 35 watts qui serait double, tu vois, un double USB-C. Ce qui serait assez pratique, tu vois, par exemple, pour changer ton Apple Watch et puis Bon, il en existe énormément sur le marché qui sont beaucoup moins chers. Mais ça pourrait aussi nous dire, tu vois, s'il passe à l'USB-C, peut-être des petits chargeurs qui chargent un peu tout, ce serait quand même pratique, quoi. Une rumeur d'un leaker alias Jeff Pu? Oui, Jeff Pu, alors c'est un petit peu comme Min-Shin Kuo, mais il n'a pas encore sa notoriété. Mais lui nous affirme que le casque d'Apple, tu sais, qui est reporté d'année en année, sortirait finalement toujours que l'année prochaine. Est-ce que ce truc sortira un jour? Moi, je me le demande, mais là, voilà, ils n'auraient pas les composants. Tu sais que c'est fait, soi-disant, à partir d'une puce M1. Mais la puce M1 en 2023, elle va commencer à avoir presque 3 ans, donc je ne sais pas si elle sera encore... ouais. Mais bon, on aura peut-être du M3 d'ici là, tu vois. On y verra un petit peu plus clair au mois de juin pour la WWDC, la conférence des développeurs, hein, normalement. Tout à fait. Allez, 4e info, rumeur. Alors ça concerne tous ceux qui font de la vidéo sur Mac, notamment qui ont acheté un beau Mac Studio, puisque Apple a sorti enfin la fameuse mise à jour ultra optimisée pour Final Cut, pour le Mac Studio. Et donc je l'ai testé, tu vois, je me suis dit, ah cool, parce que là, la version qu'on a, elle n'est pas ouf. Hein, t'achètes la version ultra, tu gagnes rien, on l'avait vu. Hein. Et ben écoute, j'étais déçu parce que tu gagnes toujours rien. Par exemple, les Media Engine, là, ils sont pas plus utilisés qu'avant. Et j'étais assez déçu, même sur tous mes calculs. Et bon, mes confrères, il y en a plein qui ont fait des tests aussi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, tous ceux qui achètent ces machines qui valent quand même assez cher, et même sur un soft d'Apple ultra optimisé, fait maison, tu vois, t'as pas les gains espérés. Et bon, voilà. Il y a encore du travail d'optimisation. Et dernière info, rumeur.
Plutôt info. Oui, voilà. Alors là, c'était un petit peu pour parler de Tim Cook, tu sais, qui est très inquiet qu'on fasse du side loading, c'est-à-dire de charger des applis en dehors du Mac App Store, parce qu'il nous dit que voilà, nos données personnelles vont être ouvertes aux quatre vents, que ça va être un énorme problème. En fait, il veut essayer de s'opposer aux lois qui sont en train de passer en ce moment pour éviter tous les monopoles comme Bien l'App sûr. Store. Voilà. Bon, évidemment, alors sur le Mac, c'est pas un problème. Sur l'iPhone, ce sera un problème. Bon, il y a quand même des garde-fous, hein, même si tu pouvais valider des applications en dehors du Mac App Store, il pourrait quand même contrôler un certain nombre de choses. Ce serait sandboxé. Enfin bref, il agite un petit peu le drapeau pour Chiffon rouge. pas se faire, pour pas perdre ses bénéfices, évidemment. Merci Didier. Tu voulais rajouter quelque chose, je crois, Christophe, concernant les risques de pénurie autour de l'iPhone 14. Autour de l'iPhone 14, oui, en fait, ce que je voulais surtout souligner tout à l'heure, Oui. c'était qu'il y a aussi des bruits, alors à prendre avec des pincettes, mais qui parlent du fait que Apple pourrait changer vers du titane pour l'alliage utilisé pour toute la gamme Pro. Plutôt que de l'aluminium aujourd'hui ou du verre. Voilà, exactement, plutôt que de l'acier. De l'acier, d'accord. De l'acier aujourd'hui, et ce qui le rendrait en fait plus résistant au choc, entre autres, Léger. et plus léger également. Donc pourquoi pas en fait effectivement voir D'accord. une gamme Pro en titane comme nos anciens MacBook, si vous vous souvenez. Ouais, qui n'était pas sans souci parce que c'est très costaud, mais c'est souple. Le titane, donc il avait tendance à vriller un petit peu. Allez, retour à l'iPhone 14 qui perdrait enfin l'encoche. Et avant d'enchaîner, on fait un petit coucou, un petit au revoir à Stéphane Zibi qui a attendu. Allez, va lever des fonds, Stéphane. Voilà, ok, merci, au revoir à tous, à très bientôt. Allez, et en direct au studio, ça me fera plaisir. Oui, tu de verras, voir il ce bel ensemble. sera terminé quand tu viendras nous voir. Donc, au revoir Faudrait Stéphane. avec Didier, on viendra. Ben, j'espère bien. Allez, salut à tous. Allez, au revoir Stéphane, au revoir Encoche et bonjour Pilule en résumé. Hein, regardez cette illustration de ce que serait le plan, une sorte de schéma technique de l'iPhone 14. C'est un plan qui a été publié par 9to5 Mac et on voit très nettement en haut de l'écran deux petites ouvertures au sommet, une sorte de poinçon, une petite pilule avec une largeur de 7,15 mm et un poinçon de 5,5 mm. Voilà, à titre de comparaison, l'iPhone 13, lui, il fait quand même 26 mm de largeur, l'encoche, donc sur le Pro Max. Donc on gagnerait pas mal. Et puis, ce qui laisserait penser également, toujours sur le nom de 9to5 Mac, que l'iPhone 14 aurait un écran qui aurait des bordures plus petites, notamment sur le Pro Max, avec moins de 2 mm pour son écran. Elles font plus de 2,42 mm aujourd'hui, donc on racle, on gagne en espace de travail. Est-ce que vous croyez de votre côté que, peut-être Didier, qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, ces dernières années de la disparition de Face ID, c'est pas sous l'écran notamment, c'est pas pour tout de suite, Didier? Peut-être qu'il y a un certain nombre de capteurs qu'ils arriveraient à mettre sous l'écran, mais là on a déjà vu des téléphones avec des capteurs photo sous l'écran, et le résultat est pas ouf. C'est-à-dire que les capteurs sont pas spécialement bons et en plus tu vois quand même un peu le truc. Donc je pense qu'il faut encore quelques années avant que ça se développe. Par contre, moi je crois quand même beaucoup à la pilule, c'est-à-dire qu'ils arrivent à réduire quand même un peu la taille des capteurs. Puis même quand tu regardes actuellement, hein, tu regardes ton iPhone 13, si tu le mets avec un bon angle, une caméra, tu les vois. Et tu vois qu'ils prennent en pleine lumière, on les voit. Ouais. Ils pourraient quand même déjà mettre un peu d'écran autour. Tout à fait. Et bon, Ouais. voilà, je pense qu'il faut que le temps que tout ça se développe aussi. Vous validez la pilule et le poinçon? Oui. Un grand oui. Oui, d'autant plus que ça fera une signature supplémentaire par rapport aux autres machines du marché, avec ce petit i comme ça, en fait, comme un iPhone, comme le i de iPhone. Et puis plus on peut voir de choses, plus on peut avoir d'images, de pixels à l'écran, et mieux c'est de toute façon. Oui. Alors après, le truc, c'est qu'ils ont quand même rajouté cette espèce de décrochage sur le Mac. Oui, c'est devenu Pro, une signature de marque aujourd'hui, et alors qu'il n'y a pas de Face ID. Donc c'est moi où je suis un peu partagé par rapport à ça. Mais ils l'ont pas mis sur l'écran. Hein. Ils l'ont pas mis sur l'écran. Sur le studio display, il n'y a rien. C'est vrai, non, tu as raison, mais ils l'ont mis sur les MacBook Pro. Ils l'ont pas mis sur les iMac. Bon, on va voir. En plus, sur le MacBook Pro, c'est une sacrée place perdue. Enfin, c'est délirant. Hein. Moi, j'utilise tous les jours, je trouve ça casse-pied. Quoi. Ouais. Moi aussi, ça y est, je suis arrivé au stade de... En fait, j'ai trop de barres et en fait, ils te les suppriment. Les barres qui ne sont pas optimisées pour qu'ils les suppriment, tu les vois. Menus, ouais. C'est un peu chiant. Alors, si vous êtes d'accord tous sur la disparition de l'encoche, on va s'intéresser à ce qu'il y a sous le capot de l'iPhone 14. Et
sous le capot, ce ne serait pas une, mais 2 puces. Regardez la réaction de Man0 sur Twitter. Pensez-vous que, comme le disent les rumeurs, il y aura 2 puces dans les nouveaux iPhones, un A15 dans les non-Pro et un A16 dans les Pro? Quelle place restera-t-il aux anciens iPhone 13 face aux nouveaux iPhone 14 qui auront la même puce? Et quid du segment tarifaire? Effectivement, c'est une rumeur également récurrente. En gros, la 16 la nouvelle puce serait réservée aux iPhone Pro, tandis que les iPhone 14 et 14 Max ou Mini utiliseraient l'A15 des iPhone 13. C'est une rumeur de Ming-Chi Kuo, l'inénarrable leaker qui est chinois. Faut-il y croire, les amis? Croyez-vous à cette rumeur? Un A15 et un A16. On en a parlé, on en a parlé en préparant l'émission. Et moi, je trouve pas ça déconnant. Je ne serais pas étonné finalement qu'ils étalent la gamme, ce qui leur permettrait d'avoir une puce qu'ils font durer plus longtemps. Tu vois, et du coup de se dire, tiens, on sort un iPhone avec quelques caractéristiques en plus pour écouler un peu plus une puce plus longtemps. Tu vois, ça leur permettrait de jauger sur la durée. Après, le point qu'on a évoqué tous les deux, je t'avais fait remarquer. Tout à fait, c'est que les questions et les réponses. Non, mais le risque à un moment donné, c'est qu'il y a un ressenti de se dire, mais alors ça veut dire que les deux modèles ont la même puce, le modèle d'avant et celui-là. Et la réponse que je t'ai fait, et ce que je t'ai fait remarquer à mon tour, c'est que ce qu'on pourrait avoir, ça serait qu'ils te sortent une fausse puce au milieu. Tu vois, qu'ils estampillent A15, 16, ce que tu veux avec un chiffre derrière, un nom. Tu vois, comme ils avaient sorti le Bionic, le Sonic, le Magic. Et finalement, c'est une puce dans laquelle on a l'impression qu'il y a quelque chose. Et c'est juste pour gagner le temps du décalage entre les puces. Sur d'A15X, c'est ça, Christophe, en gros? Exactement, d'autant plus que d'autres rumeurs parlent du fait qu'on partirait sur un A15, mais avec un corps supplémentaire en fait pour la partie graphique. Ouais, un petit GPU en plus. Voilà, donc effectivement, très certainement que s'ils effectuent une modification de la puce, ils vont l'appeler différemment, gagner donc en puissance et faire en sorte que quand même, malgré tout, il y ait un décrochage, un contraste entre la gamme non pro et la gamme pro. Didier, c'est déjà le cas cette année. Il faut rappeler que l'A15 qui est intégré dans l'iPhone 13 et 13 Pro n'est pas le même entre les deux. Oui. Il y a une petite différence déjà. Oui, il est un peu plus. Mais parce que aussi, on a besoin, tu vois, le promotion est plus exigeant. Donc, il y a un vrai besoin technique aussi. Il y a l'histoire de la vidéo cinématique aussi. Donc, tu as besoin de puces un petit peu plus puissantes. Donc, il y a un GPU en plus, c'est ça. Un GPU en plus. Sur le 13 Pro et le Pro Max. Mais je pense que tu en as vraiment besoin. C'est-à-dire que je pense que sur ces appareils-là, tu n'as pas forcément la puissance sur la version de base. Après, par rapport à ce qu'on disait, de faire des déclinaisons et tout, tu vois, d'avoir des gammes qui se chevauchent, là, ils font quand même un peu tout le contraire aujourd'hui. Quand tu regardes, par exemple, la puce actuelle, elle est présente dans l'iPhone SE, dans tous les derniers iPhones, dans les derniers iPads aussi. Et du coup, quelque part, ça leur permet aussi de faire. Enfin, on l'a vu avec le M1, tu vois, d'avoir la même puce et puis de la produire sur plein d'appareils, quitte à la doubler, la tripler. Bah, ça leur coûte quand même moins cher que d'aller décliner plein de différentes puces. Donc moi, je suis pas sûr quand même qu'ils s'embêtent la vie à faire ça. D'autant que, comme on disait, il y a quand même l'histoire de t'acheter un truc neuf avec une vieille puce, quoi. Oui, si on revient l'émission, et si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande, celle sur le Mac Studio avec l'analyse de Frédéric Rassa. Sur les origines de la puce M1 Ultra. Non, M1... Max Ultra, excuse-moi, oui, tout à fait. M1 Pro et oui, c'est ça, j'ai manqué une marche de l'échelle. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il rappelle le coût, de R&D pour le développer, et on pourrait aussi se dire que, tu vois, pour répondre à la pénurie des composants, ils utilisent des choses qu'ils maîtrisent parfaitement. Ouais, tu vois, donc du coup, on fait une pause volontaire parce qu'on ne pourra pas produire. Semi-pause, sachant qu'ils sont les seuls clients de leurs produits. Ça, c'est une très bonne remarque de Frédéric. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que qui utilisent leurs produits. Donc, ils ont tout intérêt à les écouler un petit peu plus. Après, il y a un autre sujet, c'est la gravure. La finesse de gravure. Alors, est-ce qu'on est à 5 ? Est-ce qu'on descend à 4 ? Est-ce qu'on descend à 3 ? Qu'est-ce qu'on peut espérer, justement ? Peut-être pas pour la 15X, mais pour la 16. C'est bien la finesse de gravure ? Il y a des rumeurs qui disent que ça serait la première puce gravée à 3 nanomètres. Chez Apple, en tout cas. Ouais. C'est ce qui serait incroyable. On arrive à des on sait toujours que c'est l'iPhone qui a la primeur. Oui, pour une raison. Après, c'est décliné au Mac, à l'iPad et au Mac. Il y a une raison.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on réduit la taille de gravure, on gagne sur 2 tableaux. On gagne sur la rapidité, parce que du coup, c'est plus court, hein, les échanges à l'intérieur, et surtout sur la consommation, parce que du coup, tu as un dégagement de chaleur qui est moindre. Donc, du coup, tu gagnes sur la consommation, sur la puissance. Donc, dans un téléphone, tu es très content d'avoir plus de puissance pour moins de consommation, parce que tu as une batterie qui est contrainte. Sur je dirais, un iPad et a fortiori sur un MacBook, bien sûr que c'est important, mais tu rajoutes un peu d'espace de disque dur, tu rajoutes 1 millimètre sur toute la largeur de l'ordinateur, enfin toute la surface de l'ordinateur, ça change pas grand-chose et tu gagnes énormément en batterie pour absorber. Donc, Et comme tu le dis, en fait, on gagne effectivement au niveau de la rapidité, au niveau de la batterie, et tu le soulignais également, au niveau de la chaleur, la dissipation thermique est meilleure. Et ça, c'est fondamental si à un moment donné, il désire pouvoir continuer en fait la recharge à induction, parce qu'aujourd'hui, c'est complètement inexploitable, quoi. La recharge à induction dans les voitures, on dépose le smartphone sur l'induction pour qu'il puisse se recharger. On a Waze, par exemple, qui tourne, ou peu importe. Il décharge plus qu'il ne recharge. De 1, et puis il chauffe très fort. Et moi, ça m'arrive presque tous les jours. En fait, mon iPhone me dise c'est terminé, tu peux plus, parce que là, ma température est trop haute, quoi. Didier, une réaction par rapport à l'arrivée des nouvelles puces, notamment la 16 ? Non, mais bon, tu vois, comme il n'y a pas de ventilateur, peut-être il faudra lui en mettre un, ou un petit water cooling dans ton iPhone. Alors, tu sais qu'il y a quand même des modèles qu'en font. Ça existe sur comme ça, des petites structures. Bon, je pense pas qu'ils le fassent. Mais par contre, pour moi, c'est un vrai problème. Nous, on filme énormément à l'iPhone. On l'utilise aussi pour les retours caméra, etc. Et au bout de vraiment pas longtemps, ton iPhone, l'écran commence à baisser en luminosité. Et puis, il y a des fois, il s'arrête complètement. Bon, après, on a des usages quand même un petit peu spécifiques. Mais tout ça pour dire que c'est quand même une puce qui chauffe et que, effectivement, dès qu'ils vont pouvoir gagner un petit peu en finesse de gravure, ils vont le prendre. Et surtout que là, maintenant, quand même, on a des appareils qui consomment énormément. Les Neural Engine et tout, ça tourne en permanence. Tu as énormément de programmes derrière qui tournent. C'est aussi pour ça que tu as des iPhones qui ont du mal à tenir la journée. Donc, de toute façon, il faut que ça évolue. Là, on filme avec des plus grosses résolutions tout le temps. On a de plus en plus d'usages. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'il s'arrête, quoi. Ouais, et pour conclure le créneau qu'est-ce qu'il y a sous le capot, hein, pour parler de mémoire RAM, j'avance vite, il y aurait 6 gigas pour tout le monde cette année, hein, en septembre. L'année dernière, c'était 4 et 6, cette année, ce serait 6. Certains parlent de 8 gigas même, en fait, sur la gamme Pro, et 6 gigas sur la gamme d'entrée de gamme. Et d'autres parlent également de l'arrivée d'une mémoire plus rapide sur les iPhone Pro. Oui. Sachant que l'iPhone a besoin de moins de RAM qu'un Android, par exemple. C'est vrai. Et par exemple, un truc que tu peux pas faire aujourd'hui, je sais pas si tu sais, c'est d'enregistrer tu enregistres une vidéo 4K 60 images et de changer de capteur pendant que tu filmes. C'est un truc qu'ils arrivent toujours pas à faire. Et je pense que c'est un problème à la fois de puissance brute et aussi de mémoire. Parce qu'en fait, il faut avoir en gros les 2 ou 3 flux 4K 60 images en même temps, tu vois, et puis pouvoir switcher de l'un à l'autre. Et ça fait partie, je pense, aussi de l'équation. Mais il y a encore des limitations, c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même à un moment où on exploite bien nos téléphones, quoi. Alors regarde, reste avec nous pour répondre à cette question, Didier. Une question de notre ami Fred Crassin, on en parlait, qui était avec nous il y a 15 jours sur l'émission consacrée au Mac Studio. On le fera revenir, bien sûr, Fred, pour nous parler, faire vraiment l'anthologie de la puce Apple Silicon. Aura-t-on droit cette année au Wi-Fi 6E, la dernière génération de Wi-Fi et sa nouvelle bande de fréquence à 6 GHz, ainsi que le Bluetooth 5.2, autorisant un son tellement haute qualité et surtout une faible latence que nous aiderait bien pour les podcasts? Oh que oui! Un nouveau codec Bluetooth, moi j'y crois beaucoup. On sait qu'Apple maîtrise tous les maillons de la chaîne, hein. Ils sont producteurs de stream avec Apple Music. Ils fabriquent des téléphones, ils fabriquent des casques. Des casques, j'y suis arrivé, merci les amis. Donc ils sont capables de lancer un nouveau codec. Hein. Tout à fait, toujours cette intégration verticale. Et ici, on parle effectivement du Bluetooth 5.2. Et le Bluetooth 5.2, il a certaines particularités, entre autres le fait de pouvoir disposer en fait, de ce fameux codec où ça va utiliser moins de puissance, mais par contre permettre une fidélité plus haute. Du lossless en Bluetooth, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Exactement. Et aussi, il possède quelque chose, une fonctionnalité dont peu de gens parlent, et c'est un petit peu spécifique à l'audio pourtant, c'est que le Bluetooth 5.2 permet d'être parfaitement synchrone entre 2 flux audio. Et donc ça, c'est parfait parce que, comme vous le savez tous, en fait, on a une oreille droite et une oreille gauche, en tout cas pour la plupart des gens. Et donc, on a effectivement 2 flux audio qui arrivent de part et d'autre et ça doit être parfaitement synchronisé.
Et le Bluetooth et les puces Bluetooth 5.2 en fait peuvent réellement prendre ça en charge sans venir mettre de la charge supplémentaire sur le processeur. Et la latence. Puisque Apple le faisait un peu avec sa puce H1 là. C'est un des rares qui a une super synchro. Ouais, parce que c'était un défaut récurrent du Bluetooth, la latence quand tu écoutes. Je peux juste rebondir sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi d'Apple, tu vois, on nous demandait s'ils allaient mettre du 6E, j'espère, parce que ça commence à sortir sur les bornes et tout. Déjà, le Wi-Fi 6, maintenant, les gens commencent à s'équiper un petit peu. Et le Wi-Fi 6, ils sont déjà pas bons. C'est-à-dire que Apple a les Wi-Fi 6 les plus lents du marché. Souvent, il n'y a que 2 antennes. Mais sur les Mac, là, moi, je comprends pas. On est à 600 mégabits à peu près. La concurrence fait quasiment le double. Donc, déjà, ce serait bien qu'ils fassent du bon Wi-Fi 6, tu vois, avant de faire du 6E. Oui, c'est une bonne remarque. Allez, dernière évolution de ces iPhone 14, c'est du côté de la photo. La photo, c'est le cap sur les 48 millions de pixels. Regardez cette réaction sous Twitter de Laurent 2. Les 48 millions de pixels étant passionnés de photos, ils votent pour ça par rapport au sondage. Sans même en demander 48 d'ailleurs, les 12 mégapixels sont bien trop justes. Le reste est parfait. En termes de capteur photo, il manque plus que quelques mégapixels justement. Donc Apple miserait, les amis, de nouveau cette année, beaucoup, en effet, pour se différencier par rapport au modèle précédent, sur un nouveau capteur de 48 millions de pixels. Ce serait sur le grand angle, selon toujours Ming-Chi Kuo, décidément très prolifique cette année. Regardez son tweet. Ce qui expliquerait donc le fait que l'iPhone 14, du coup, serait un peu plus épais. Le bloc photo arrière optique aurait une épaisseur de près à lui tout seul de 12 mm contre 11,25 sur les 13 Pro Max. C'est énorme. Qui a dit. Alors, 48 millions de pixels, les amis, ça vous semble aussi l'avancée souhaitable? Et au-delà, pourquoi faire 48 millions de pixels? Alors, le principe, c'est toujours le même. C'est le nombre de points sur lequel tu reçois de la lumière. Donc, tu passes de 12 à 48, tu multiplies par 4. Okay, donc, après, Apple a toujours, historiquement, retraité ses images. C'est-à-dire qu'avec un capteur de 12 millions, il faisait une photo qui était d'une... figé sur 12 millions pendant des années, là, ça fait quoi, 4-5 ans. Mais Apple, c'est un mix entre le hardware et le software. Et comme il maîtrise la chaîne de bout en bout, c'est fastoche. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a... alors, je ne compare pas avec des appareils qui font 100 mégapixels, et Stéphane est parti, mais c'est lui le grand spécialiste des photos. Mais je reste juste dans la gamme d'usage au jour le jour. Je prends une photo dans la rue, je prends une photo de mes enfants, je fais une photo d'un repas de famille. Apple a toujours été meilleur. Et super stabilisation, super qualité d'image, super piqué d'image, parce qu'en fait, ils font du retraitement derrière. Donc, je dis pas que j'y crois pas. Je te dis que le passage de 12 à 48, c'est énorme, parce que tu multiplierais par 4. Ouais. Si tu fais encore une évolution en termes de logiciel, on va avoir des super belles photos. Voilà, et surtout, c'est pas pour autant qu'on va avoir des résolutions incroyables, mais c'est surtout que Apple va se trouver au niveau du logiciel, du traitement de l'image, dans une position complètement à l'opposé de celle où il est pour l'instant. Pour l'instant, avec du 12 mégapixels, ils doivent faire de l'extrapolation de pixels, c'est-à-dire en fait inventer des pixels là où il n'y en a pas en regardant le contexte autour du pixel. Dans le sens inverse, avec 48 mégapixels, ils vont pouvoir faire du pixel binding, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre, par exemple, 4 pixels, en faire un seul, mais de meilleure qualité, contextuellement, grâce à l'intelligence artificielle. Jouer sur la stabilisation, parce que du coup, tu auras plus de pixels, et comme tu auras fait le binding, du coup, tu garderas que ceux qui sont bons, et ceux que tu inventeras parce qu'ils te manqueront. Et puis, c'est des techniques qu'on a vues par ailleurs, déjà, du côté du monde Android, et notamment du Google Pixel 6. Alors, ils sont même allés jusqu'à inventer la Lune. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi faire concrètement? S'améliorer quoi? Le piqué, la définition de l'image, et surtout, j'imagine, les performances en faible lumière, notamment avec le... C'est l'objectif. C'est particulièrement... C'est l'objectif, c'était un beau jeu de mots. Bravo, Olivier. Remarqué, mais effectivement, clairement, c'est là où, pour l'instant, le bas blesse. C'est dès qu'on est en faible luminosité, à nouveau, on a du bruit, on a tout ça. Malgré le logiciel qui fonctionne bien, malgré le fait qu'on ait de l'intelligence artificielle qui arrive à traiter l'image, aujourd'hui, là, on va avoir plus de pixels et donc forcément pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose de plus net, de plus contrasté, avec moins de bruit dans l'image. Ouais. Didier, une évolution que tu attends également?
Déjà, il faut voir pourquoi ils sont restés à 12. C'est que 12, en fait, c'est le format de la 4K. Donc, en fait, tu peux faire de la 4K quasiment native sur le capteur sans trop cropper dedans, sans que tu aies de traitement compliqué à faire. Alors qu'avec 48 mégas, quand tu fais de la 4K, ça te demande un petit peu plus de ressources parce que, voilà, effectivement, tu as trop de pixels par rapport à la résolution native. D'ailleurs, il y en a qui ont des capteurs de 48, tu vois, et puis pour prendre 12, ils vont aller cropper dans le capteur, donc ça va zoomer un petit peu. C'est pas forcément très gênant, mais par exemple, si tu filmes de près, c'est quand même un petit peu casse-pied. Donc voilà, le passage à 48, je pense que c'est utile parce qu'à mon avis, aujourd'hui, avec 12 mégas, ils arrivent aux limites. Même en faisant grossir le capteur, on voit que ça change plus grand-chose, qu'ils gagnent plus grand-chose en fait nulle part. Et en fait, 48 mégas, ça permet justement de rebattre les cartes, comme vous le disiez juste avant, et de refaire un petit peu de traitement, de zoomer aussi dans le capteur. Ça peut être intéressant, tu vois, d'avoir un zoom dans le capteur. Il y a des drones qui font ça. Ça te permet d'offrir une espèce de zoom numérique sans perte en fait. Donc ça peut être assez utile, notamment en vidéo par exemple. Et puis je pense que la logique veut que ça grossisse aussi, puisque tout le monde Android est passé à 48 mégas. On a des capteurs maintenant suffisamment gros pour que chaque petit pixel reçoive assez de lumière. Et je pense que ça va être très excitant parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'ils sont à 12. Et même là, tu prends un iPhone de 2, 3 ans, 4 ans, même l'iPhone SE, franchement, en pleine lumière, tu as du mal quand même à voir les différences entre les différents modèles. Et il serait une fonction, donc le 48 mégapixels, qui serait réservé aux versions Pro, précisons-le. Alors j'espère qu'ils ne referont pas ce qu'ils ont fait il y a 2-3 ans, où les meilleurs objectifs étaient réservés à la version Max. Oui, c'est vrai. C'est hyper frustrant. Ouais, c'est hyper frustrant parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le Max. Notamment la stabilisation, souviens-toi. Ouais, exactement. Et la stabilisation mécanique. Et moi, je trouve que le principal retard d'Apple et de l'iPhone par rapport à la concurrence, c'est au niveau du téléobjectif. On parle beaucoup de Samsung. On a fait une comparaison avec Stéphane il y a le mois dernier avec les fameux téléobjectifs périscopiques qui sont communs maintenant du côté de Samsung ou de Xiaomi. Apparemment, ce n'est pas encore au rendez-vous. Mais effectivement, si en tout cas un objectif périscopique devait être intégré, ça aurait quand même pas mal de sens que ce soit dans l'iPhone le plus grand. Parce que effectivement, on n'augmente pas ou très peu. Voilà, on n'augmente pas ou très peu la profondeur du téléphone, du smartphone, mais par contre, c'est un mécanisme qui se met dans le sens inverse, comme un périscope globalement. Selon Ming Chi Kuo, il faudra attendre l'horizon 2023 donc plutôt l'iPhone 15. Pour bénéficier d'un objectif périscopique et évidemment sur le Pro Max. En revanche, Didier, donc là, du coup, avec 48 mégapixels, on pourrait monter la résolution vidéo à 8K ? Bah oui, ce que fait Samsung depuis au moins 2 ou 3 ans, je crois, d'ailleurs. Et alors la 8K, je t'avoue que c'est pas encore très très utilisé. Alors regarde, une réaction, pardonne-moi, regarde, tu vas répondre à la question de Man0 encore une fois sur Twitter. On parle de captation en 8K en vidéo sur les nouveaux iPhone Pro. Une question, cela est-il vraiment utile à une époque où la plupart des télés ou autres pareils fakes de visionnage sont simplement en 4K, Didier? Et bien déjà, si tu filmes en 8K et que tu remets en 4K, tu as une meilleure image que quand tu filmes en 4K. Voilà. Donc ça permet d'améliorer potentiellement une image 4K. Ça permet de cropper aussi. Voilà, les zooms, de faire des allers-retours dans ton image. Voilà. La stabilisation aussi, puisque en fait, plus tu as de pixels, plus tu peux en enlever un petit peu sur les côtés pour stabiliser. Tu perds pas trop dans ton image. Donc en fait, il y a toujours plein d'intérêts à monter en résolution. Après, tu te dis, ouais, est-ce qu'il n'y a pas une limite? Au bout d'un moment, on va peut-être s'arrêter un petit peu. Déjà, la 4K aujourd'hui, on a quand même des super qualités. Mais bon, quand tu vois que les téléviseurs continuent de grossir et tout, moi, ça me choque pas tant que ça. Et puis, il faut bien qu'ils proposent des nouveautés, parce que sinon... Oui, non, mais la 4K pour faire de la vidéo, faire du montage, déjà, ça permet de cropper. Donc, tu fais un plan large, tu arrives à faire un plan serré. En 8K, ça va être... voilà, donc c'est vraiment pour faire du montage vidéo, c'est vraiment un argument important. Au final, donc on s'aperçoit qu'Apple, on le disait déjà en préambule de cette émission, qu'Apple ne proposerait pas pour l'iPhone 14 de révolution, mais une évolution encore une fois incrémentale. Encore une fois, ça semble assez logique. Il ne peut pas y avoir de révolution chaque année. Et au-delà, Apple n'a pas besoin, on peut le dire, de révolutionner l'iPhone chaque année, car le rythme de renouvellement est loin d'être annuel, évidemment. C'est le thème de notre second sondage qu'on vous a proposé cette semaine sur le compte Twitter d'Orelm.tv. La question était, à quel rythme changez-vous votre iPhone? Vous êtes quand même 15% à répondre tous les ans. Alors, c'est une cible très, très, très geek et très particulière. Tous les 2 ans, ça m'a surpris également, 28,6% en tête. Tous les 3 ans, 28%, et tous les 4 ans, 28,5%. Ouais, le chiffre, c'est plutôt tous les 4 ans. Non, mais du coup, ils sont très proches. 28,6, 28, 28,5, tu vois ce que je veux dire? C'est la répartition. Ouais. C'est très ventilé. T'as quand même les 2 tiers qui changent tous les 3 ans, au moins. Le rythme moyen, c'est plutôt, pour en avoir discuté avec un opérateur, c'est plutôt tous les 3 à 4 ans, voire 4 ans. De plus en plus, les
Et puis, ils prennent de pouvoir d'achat. Hein. Les utilisateurs ont tendance à faire durer leur iPhone au moins 4 ans. Non, ce qui est intéressant, et on s'est rendu compte de ça avec l'histoire des bulles vertes et des bulles bleues aux États-Unis. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de janvier est sorti un article exceptionnel Des bulles sur vertes et des bulles bleues. iMessage. Ah oui. Donc avec iMessage, en fait, le club des iMessage, c'est-à-dire que tu es une bande de potes, tu discutes sur iMessage, d'un coup tu deviens vert, c'est qui le traître dans la bande là qui est passé sur Android, c'est lui, on l'éjecte. Et ah non, mais va lire l'article de Daring Fireball. Ouais. L'article, il est exceptionnel. Ah bon, C'est d'accord. vraiment sociologiquement l'étude. Et surtout, ça veut dire que chez les jeunes, Mais qui voudrait d'un ami qui utilise un Android? exactement. On en a, écoute. On a, On est arrête, bien obligé. ton micro va se retrouver coupé dans quelques secondes, tu vas voir. Enfin, je gère du son. Et donc, du coup, mais il a dit qu'il était prêt à passer sur un Mac pour la première fois de sa vie. Le Mac Studio, Studio l'a épaté pour Il ce qu'il était fait, capable de faire il fait du gringue. en, Il rentre dedans. en audio. Sur le nombre de pistes, il a importé 250 pistes stéréo et ça l'a impressionné. Voilà ce qu'il me disait la semaine dernière. Non, mais pour revenir, cet article est vraiment fantastique. Et si, dites-le moi en commentaire, si j'oublie de vous le repousser, je vous donnerai le lien vers l'article. Il est vraiment génial. Ce qui est intéressant, c'est que la population américaine jeune est passée massivement du côté Apple. Donc là où ils ont gagné le nombre de gains sur le marché américain, c'est que les jeunes qui étaient massivement Android sont passés massivement Apple. Donc du coup, tu te dis dans le renouvellement, il y a aussi l'élargissement de la gamme des utilisateurs sur le public qu'ils ont. Alors regardez sa réaction encore une fois de notre ami Fred Crassa sur Twitter. 2 ans et bien protégé, c'est ça. La durée de vie, son état impeccable permet une revente facile grâce au marché de l'occasion Apple. Et écologiquement, c'est très bien aussi car il aura plusieurs propriétaires pour de longues années. Le pire étant les smartphones à 150 € qui, après 2 ans, sont sans valeur et obsolètes. L'aspect écologie est aussi important. Regardez cette réaction également de Marcos X. Tant qu'il supporte macOS X, tant qu'il supporte la dernière version d'iOS, je le garde. Et si Apple fait encore les mises à jour de sécurité, je le garderai encore. Enfin, Marine Amaro. Tous les 5 à 6 ans, j'ai pas voté du coup. Un iPhone, ça la coûte plus cher, mais cela dure plus longtemps. C'est ça, en gros, la conclusion, les amis. Alors, techniquement, oui. Je parle pas de... C'est-à-dire que l'OS a tendance à avoir une profondeur d'utilisation. On a souvent reproché à Apple de changer, mais on se rend compte que les OS que l'on a, ils fonctionnent sur des machines de l'époque précolombienne, quoi. Donc, tu vois, ça 5, 6, parfois 7 générations. C'est quand même assez incroyable, quoi. Ouais, Christophe, on disait du Mac, on peut le dire de l'iPhone aujourd'hui. Mais clairement, oui, c'est sûr et certain que les Macs sont des machines que tu gardes très longtemps également. On avait un peu perdu avec les MacBook Pro. Oui, ça a été réglé. Hein. Voilà, ça revient. Ouf. Et effectivement, les iPhones, c'est pareil, c'est de la qualité, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Les batteries... c'est ça qui est le point sensible. Voilà, Au bout de 3-4 ans, la batterie elle est quand même très très fatiguée. Oui, mais aujourd'hui, on sait les changer finalement relativement. Et Apple a changé de son fusil d'épaule par Exactement. rapport à ça. Tu sais, ça me fait penser au taxi à Paris. Quand on prenait un taxi, excuse-moi. Tu vois comme il est méchant avec moi. Ouais, Non, excuse-moi, mais tu sais, quand tu prenais un taxi, ils roulaient tous en Mercedes et tu leur demandais pourquoi. Et tu disais en fait que ça. Non, mais la perte de valeur du véhicule, je parle de ça à l'époque, la perte de valeur était assez faible. Diesel, c'est ça? Oui, non, mais la perte de valeur était assez faible. Et donc, du coup, à la revente, ils perdaient moins en ayant une très grosse voiture, une très grosse Mercedes que finalement en ayant une voiture. Et en fait, c'est valable la même chose. Hein. Oui, là, c'est la même chose. Finalement, tu as un téléphone qui a une valeur marchande sur la durée qui est beaucoup plus élevée, alors que finalement, souvent dans Android. Conclusion à Christophe. Et le dernier mot, ce sera pour Didier. Christophe. Non, mais effectivement, du coup, tu te tais. Non, mais effectivement, oui, c'est des téléphones qu'on garde sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est aussi les seuls téléphones qui ont un réel Argus. Exactement. Donc, c'est la preuve par 4 ou par 3, ou comme on veut, que effectivement, c'est des téléphones qui restent sur le long terme et qu'on peut exploiter sur le long terme avec, pour le côté écologique, Apple qui, pour rappel, veut être carbone free, carbone zéro, et avance sur le sujet dans quelques années seulement. Ouais, je crois que c'est à l'échelle de 5 ans. Ouais. Didier, l'Argus, c'est sur Mac Forever. Oui, et je terminerai aussi sur le... Tout à l'heure, on a fait des petites comparaisons justement avec la voiture. Et il ne faut pas oublier que l'iPhone, c'est un très bon produit de leasing. Maintenant, tu peux les louer. Et de plus en plus, ça se développe, en fait, tout ça. Et effectivement, sur des produits chers, les opérateurs perdent peu à la fin. Tu sais, tu as ce qu'on appelle la valeur résiduelle dans la voiture aussi. Et en fait, plus la valeur résiduelle est élevée, plus en fait ton coût mensuel va être faible. Et des fois, c'est moins cher, par exemple, de prendre une voiture. Tu sais, chez Volkswagen, ils déclinent là, chez Audi, VW et puis Skoda. Des fois, ça vaut le coup de prendre l'Audi
parce que effectivement, tu as l'impression qu'elle coûte plus cher, mais en fait, en leasing, elle te coûte moins cher, parce que sa Et elle valeur se revendra résiduelle sera mieux. meilleure. Ouais, Exactement. ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, sera la conclusion. Du coup, c'est moi, parce que la newsletter hebdomadaire de Mark Gurman, c'était son indiscrétion de la semaine, c'était ça, à savoir que Apple préparait une offensive autour de la possibilité d'avoir un abonnement pour avoir un iPhone et le changer régulièrement. En fait, on ne possède plus d'iPhone, ce qui est particulièrement pratique si vous arrivez des soucis techniques de réparation ou voire même de la casse. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'iPhone 14 d'ici sa présentation en septembre prochain. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence avec Didier Policani. Oui, et alors c'est un coup de cœur que je partage avec Driss, parce qu'en fait, il n'y a pas Driss, très longtemps... notre ami Driss qui devait passer aujourd'hui, on t'attend toujours, Driss. Hein, mais tu Driss passes quand revient tu veux. un peu dans l'émission, ce serait bien qu'il revienne, Driss. Ouais. Et avec Driss, on a essayé, tu sais, la nouvelle Mégane E-Tech. Très bien, j'aime beaucoup moi, la Mégane E-Tech. Ça va être mon coup de cœur, mais mon sous-coup de cœur, c'est l'intégration qu'ils ont fait d'Android automotive, qui était que pour l'instant chez Volvo, Polestar. Android automobile, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Eh ben, Renault, franchement, ils ont fait un très bon choix et surtout, ils l'ont très bien intégrée. Elle est bien customisée, contrairement à Volvo, qui est fait un peu à l'arrache. Ouais. Et le système est. Alors, il y a encore un peu de bugs, il va falloir qu'ils bossent encore un peu, mais franchement, ça n'a rien à voir avec le AirLink et compagnie. Là, tu peux voir, tu sais, CarPlay à droite avec Waze, et puis sous l'écran, tu peux avoir Google Maps, le vrai Google Maps, avec un vrai système. Mais c'est vraiment bien intégré, j'ai beaucoup aimé. Super bien intégré, tu as un vrai planificateur d'itinéraire. Vous pouvez aller voir, on a fait une vidéo là sur la Mégane E-Tech, vraiment très orientée tech. Et franchement, c'est du très beau boulot. Après, la voiture. Il y a des critiques à faire aussi, l'autonomie, tout ça, tout n'est pas parfait, mais quand même, franchement, c'est la première française un peu concurrente de la Tesla Model 3. Et vraiment, ça donne bon espoir pour les années à venir, quoi. C'est ce qu'on appelle une Renaulution. Autre coup de cœur avec Christophe. Oui, alors moi, mon coup de cœur, je l'ai pas sur moi parce qu'il peut être précommandé. Ouais. Tu l'aimes bien aussi? J'adore. J'attends qu'une chose, mais je peux pas. On ne peut pas le précommander. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est le Bird Buddy, donc, qui est une petite maison, une petite maisonnette pour abriter nos amis les oiseaux. D'accord. Mais pour les nourrir. Effectivement, pour les abriter, pour les nourrir. Tiens, en Belgique, il vaut mieux les abriter. Hein. Oui, effectivement, oui. C'est clair. Mais... même en été, il fait froid. Ouais. Mais si, malgré tout. Et effectivement, elle a une particularité, cette petite maisonnette, pour donner à manger à nos amis les oiseaux, c'est qu'elle est munie, elle est connectée, elle est munie d'une caméra qui permet de filmer les oiseaux quand ils arrivent pour se nourrir, pour se sustenter. Et c'est plutôt chouette parce que du coup, tu reçois sur ton smartphone une notification qui dit tu as un oiseau qui se trouve dans la maisonnette. Et tu envoies le chat. Tu pourrais envoyer ton chat si jamais. Moi, malheureusement, je n'ai qu'un chien, donc je ne pourrais pas le faire. Mais effectivement, tu vois donc la vidéo de l'oiseau. Tu peux prendre la photo de l'oiseau. Automatiquement, avec une intelligence artificielle, ils vont reconnaître la race de l'oiseau, le type d'oiseau. Et tu vas pouvoir, comme tu sais, ceux qui collectionnent les Pokémon, tu vas pouvoir collectionner tous les oiseaux qui viennent de se présenter. J'adore. Et cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, c'est qu'en plus de ça, ils utilisent les données de l'ensemble du réseau de ces petites maisonnettes de manière à pouvoir faire un recensement des oiseaux et des migrations des oiseaux. Ah, voilà qui est malin. C'est plutôt pas mal. J'ajoute un truc parce que le truc génial, c'est que tu as une option pour avoir le toit en solaire. Ouais. Et du coup, tu recharges, tu as vraiment un système autonome. Exactement. Puisque tu l'as pas. Oui, Daimo ? Oui, donc, je voulais juste rajouter qu'effectivement, la maison existe en jaune ou en bleu, qu'elle a, elle, un USB-C. Ouais, ça fait donc rêver. Ça, c'est plutôt pas mal. Elle commence à 184,71 € exactement. Ouais. Et elle va jusqu'à presque 300 €. Et elle sera disponible, si on la commande maintenant, en juin 2022. On va précommander. Laurent, ton coup de cœur de ton côté? Alors mon coup de cœur, comme Stéphane est parti, je me suis dit je vais faire dans la culture. Et en fait, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup. Pourquoi quand Stéphane est parti? Mais non, parce qu'il c'est toujours très culturel. C'est toujours c'est pas très gentil, une série. Ça. Non, mais c'est une série. Je fais pas dans le hardware, je fais pas dans le truc, je fais dans l'art. Tu vas un peu dans son domaine, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, j'empiète un peu sur son territoire. Et donc en fait, c'est un illustrateur qui s'appelle Vincent Mahé. Donc son compte Instagram, c'est Vincent Illustrator. Il est très très fort. Il a fait une pub magnifique pour Kenzo à Noël dernier. Et il a un style, il a un toucher, je dirais, qui est assez Tintin. Donc c'est Hergé.
Donc, Ligne claire. voilà, une ligne très claire, des couleurs très simples, et j'aime beaucoup. Il a été sélectionné là pour faire je ne sais pas si vous connaissez Parisianer, en fait, qui est un peu les mêmes couvertures que The New Yorker, D'accord. mais plutôt truc. Donc lui, il a New Yorker, dessiné le jardin du Luxembourg, mais c'est de toute beauté, comme dirait quelqu'un que je connais. Je ne connais pas. Et j'aime beaucoup. Donc si vous avez envie d'aller feuilleter et de vous abonner à son compte, allez voir Vincent Illustrator. C'est sur un truc qui s'appelle Vincent Mahé, il est très fort. Alors moi, c'est pas très culturel, mais bon, on fait ce qu'on a. À l'occasion de l'installation de notre nouvelle régie, on recherchait, en tout cas l'équipe, un bureau motorisé pour nous permettre de ne pas rester tout le temps assis, mais de travailler aussi debout. C'est important quand on devient âgé comme moi. Alors nous avons installé un modèle de regarder de FlexiSpot et c'est vraiment très sympa. Il est possible de choisir la couleur, la matière, la forme et la taille du plan de travail. Il permet de dissimuler les câbles. Il y a une télécommande sur le côté qui assure la hauteur et le réglage de la hauteur et de mémoriser des positions qui s'affichent sur son écran. Bref, c'est plutôt bien fait. Un système de sécurité bloque même automatiquement la descente du bureau si vous avez un animal de compagnie, par exemple. Le tout est très robuste, il porte vraiment beaucoup de poids. Bref, pour nous, il a coché toutes les cases. Nous avons choisi le modèle bureau assis debout électrique E7 avancé. Il coûte quand même 440 €, mais il existe des versions plus économiques. Ça s'appelle FlexiSpot. Voilà. Un grand coup de cœur également à toute l'équipe d'Electric Dreams Prod qui s'est mobilisée comme jamais. On peut les applaudir. Ces 10 derniers jours, Lionel, Christophe, Steve, Octave, Thomas pour installer nos 2 studios définitifs, câbler la nouvelle régie aussi ici au village Baïséa. Les travaux sont presque achevés, on est dans la ligne droite, on vous fera découvrir tout ça très prochainement. Vous pourrez même venir le visiter, assister à nos enregistrements en coulisses ou à distance. Cela en nous soutenant via un abonnement premium sur YouTube très prochainement. Soyez au rendez-vous. Et en attendant, on vous l'a dit en préambule, pour nous soutenir, vous pouvez déjà vous rendre sur notre boutique et sur notre chaîne YouTube tout simplement. Pour découvrir nos goodies, t-shirts et en série limitée, mugs et casquettes, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Envoyez-nous vos photos. Voilà, ça c'est la série éphémère et ça c'est la série classique. Et encore une fois, un grand merci aux équipes d'iCreate. Et on va décliner ça. Pour l'instant, vous avez des mugs, vous avez des casquettes, vous avez des t-shirts et c'est plutôt sympa. C'est la fin de ce 439e épisode d'Or on fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Les amis, je compte sur vous. Bien entendu. Oui, un grand oui. Un grand oui. Didier, ça va? Tu es avec nous la semaine prochaine? Mais toujours au rendez-vous, moi, tu sais bien. Bon, on va t'envoyer un t-shirt et casquette. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite, comme chaque semaine, à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité une nouvelle fois. Et à la semaine prochaine. Au revoir.